Salut les gens! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'équipe explosive fondée par Brett Nefaeus, les Expandables de Paris en Fantasy. Donc on a fait le choix de commencer directement par le chapitre 2 pour vous présenter tous les membres de cette équipe. Donc c'est parti. Le Flight Club. 18 août de l'an de grâce 2180, 23h23. La première règle du Flight Club est: il est interdit de parler du Flight Club. La deuxième règle du Flight Club est annulation de la première règle. La troisième règle du Flight Club est il est forcé de parler du Flight Club. Le Flight Club était le cercle le plus sélect de l'apéroport de Paris en Fantasy. Il était situé au pied de la tour elfique, en face du Champ de Mars, d'où décollaient les aéronefs de la Ville Lumière. Toute la place de Paris en Fantasy le connaissait, mais il était uniquement réservé aux VIP, Very Important Paris Fantasien. Personnellement, je préférais nommer ces derniers Very Important Parasite. Mais c'est un autre sujet, tu as raison. La cave du Flight Club, située dans les catacombes, recelait les meilleures bouteilles d'apéritifs du monde. Des versions parifantasiennes uniques en leur genre. Chartreuse verte et jaune en même temps. Factice 51. Jet Set 27. Cognac J. Aston Martini. Balèze, une crème de whisky. Liqueur de petit con. Mais ce que tout le monde ne savait pas, y compris les VIP, c'était que son deuxième sous-sol cachait un club encore plus sélect et secret. Un club de mercenaires, composé d'anciens condamnés à mort qui auraient dû être pendus pour une raison ou une autre à un arbre de l'Ovale sans retour. Ce mur végétal qui entourait Paris en Fantasy. En tant que numéro 2 du régime Paris fantasien, je les ai tous fait gracier. Mais je pouvais revenir sur ma décision à tout moment. Un avantage certain des régimes totalitaires, je te l'accorde. Ils m'étaient donc tous redevables, et je les appelais les expandables. Ils préféraient généralement bosser en solo, mais là, j'avais besoin d'une équipe dont chaque membre aurait sa spécialité. Pancakes, pizza, 4 fromages, tarte Tintin, etc. J'espérais juste qu'ils ne se boufferaient pas le nez. Le premier mercenaire que j'avais engagé savait où il mettait les pieds, et en général, c'était dans la tronche. Il s'appelait Chuck Morris. Chuck Morris n'avait jamais dit d'où il venait, ni où il allait. Il écoutait, toisait, souriait, kiquait, mais jamais ne parlait. Chuck Morris n'avait pas besoin de parler pour se faire entendre. Ainsi, Chuck Morris ne murmurait pas à l'oreille des chevaux. C'était les chevaux qui murmuraient à l'oreille de Chuck Morris. À Paris en Fantasy, le système de surveillance appelé l'œil de Zeus voyait tout et savait tout des habitants rien qu'en scannant les battements de leur cœur. Sauf pour Chuck Morris. Car Chuck Morris savait retenir son pouls. On ne pouvait pas entrer ou sortir de Paris en Fantasy sans avoir foi en la Fantasy. Mais Chuck Morris n'avait pas foi en la Fantasy. C'était la Fantasy qui avait foi en Chuck Morris. Tout le monde cherchait le saint crâne à Paris en Fantasy. Sauf Chuck Morris. Chuck Morris n'avait pas trouvé le saint crâne. Chuck Morris avait trouvé Chuck Morris. Alors ne râle pas parce que j'avais engagé un humain pour cette mission, petit carnet. Je n'avais pas engagé un humain, j'avais engagé Chuck Morris. Et puis je te rappelle qu'à Paris en Fantasy, tout le monde est humain à la base, moi compris. C'est uniquement parce que la mairie vend à prix d'or aux habitants des potions hormonales animales qu'ils doivent ingérer chaque jour, les xénomorphes, que la plupart sont transformés en êtres de Fantasy. C'est la base de notre modèle économique. Toi-même, tu sais. Bon, si j'ai bien suivi, Marie Harel, c'est la Jeanne d'Arc du camembert, lança Rala Lokes, une femme elfe dont le skull était mis à prix pour s'être échappée de Nilfgaard. Petite note de bas de page. Le skull, à l'origine, c'est un crâne des catacombes dont les nains se servent comme d'une chope pour boire.
mais le mot est aussi utilisé dans des expressions naines que le tout Paris en fantaisie reprend. Elle avait bougrement raison, la bougresse. Elle avait tout compris, ce qui n'était pas le cas de tout le monde ici. Pour une fois qu'elle ne râlait pas et ne se faisait pas prier pour une mission. Avant de s'installer à Paris en fantaisie, Rala Lokes et sa famille, une longue lignée de lords écossais, vivaient au bord du lac du Loch Ness. Toi-même tu as compris d'où venait leur nom. Très jeune, Rala s'intéressa ainsi aux plus grandes énigmes archéopalogiques. En arrivant à Paris en fantaisie, elle dut changer de nom comme tout le monde, mais on lui accorda le droit de garder son véritable et noble patronyme, qui sied aussi parfaitement à la noblesse elfique que les Lokes intégrèrent. Comme la petite fille gâtée râlait tout le temps, on lui trouva juste un surnom adéquat, en inversant tout simplement les syllabes de son prénom d'origine. Rala Lokes était très proche de son paternel, qui, exception qui confirmait la règle à Paris en fantaisie, n'était pas un père adoptif, mais son véritable géniteur. Autre privilège accordé à cette noble, mais surtout richissime famille. Rala appelait affectueusement ce dernier père de Lokes. Mais le lord mourut dans un accident de trottinelfe, quand la belle plante était encore dans la fleur de l'âge, 69 ans. Or, le méchant roi des elfes, l'insupportable Rudolf Elf, était tellement subjugué par ses formes plantureuses, plus proches de celles d'une femme mûre que d'une jeune femme, qu'il profita de la mort du lord Lokes pour faire de Rala la pièce maîtresse de son harem secret, le Nilfgaard. Mais Rala s'enfuit et se réfugia là où il ne pourrait la chercher, dans les catacombes, le domaine des nains, qu'il craignait par-dessus tout. Rala commença alors sa carrière de catacombe rider en pillant rien de moins que le plus beau squelette de tout Paris en fantaisie, puis en vendant son skull au plus offrant. Elle finit par se faire prendre par les nains du clan de Rivendraught. Cependant, elle était dotée d'une telle beauté, d'une telle dextérité et d'un tel caractère qu'elle en damnait un nain. Alors ils craquèrent, et pas que des nerfs. Il faut dire que Rala Lokes portait en toutes circonstances un micro-short ainsi qu'un crop top avec une énorme paire de Glock 17, les fameux pistolets indétectables fabriqués en silicone. Alors, chose unique, les nains finirent par faire de ce membre du peuple elfe l'un de leurs membres saints, et ils surnommèrent Rala Lokes la badass des as. Ensuite, elle était encore bonne, malgré ses sangs à printemps. Oui, je sais à quoi tu penses, Carnet. T'as fait des taches d'encre partout. Toi, tu penses à la position du mercenaire. Toi, tu penses à la coucher sur ton papier. Mais sache que Rala Lokes est insomniaque et somnambule. Elle lit jusqu'à tard le soir, accumulant des sommes de connaissances incroyables en histoire à dormir debout. Et c'est la seule de toute cette bande de bourrins à savoir placer la scène sur une carte de Paris en fantaisie. Je réussis tout de même à la faire condamner à mort pour tous ses vols. La belle fée Gore qui hantait les couloirs du musée du Louvre, ceci afin de pouvoir la gracier, puis d'en faire une expendable indispensable. Un nain vaut mieux que 2 elfes, tu l'auras. Choisissez-moi plutôt qu'elle, monsieur Gobelin. Vous ne le regretterez pas, wesh. Si les nains devenaient aussi lèche-sculs que les elfes, où allait-on? Bien sûr que j'allais le prendre, ce petit rigolo de Magdalme la Vanne. J'avais dans l'idée de choisir un membre de chaque communauté de Paris en fantaisie, de toute façon. Et il me serait utile, le nain du clan des Skultereux, qui léchait et reniflait tout ce qui flouze. Mais tout ce qui brille n'est pas d'orque, comme disent les nains de Paris en fantaisie. Et moi, je n'aimais pas sa dégaine, avec son casque à l'envers, son énorme chaîne en or autour du cou et ses punchlines à 2 francs 6 sous. Et puis, il venait d'ailleurs. Et quand je dis d'ailleurs, je ne veux pas seulement dire d'un pays étranger. Il venait de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, du genre des confins de l'univers connu. Déjà, on ne pigeait pas toujours ce qu'il racontait. C'était souvent un incompris.
mais parfois un nain compris. Quand il donnait un chiffre, c'était toujours un 70 ou un 90, à croire qu'il le faisait vraiment exprès pour me narguer. Mais le pire, c'est quand il partait en cacahuète dans ses délires mystico-philosophiques. Je devais toutefois reconnaître qu'il avait aussi d'immenses qualités. D'abord, il savait faire le petit écart comme nul autre nain. Et puis, c'était le meilleur manipulateur de haches, naine à quadruple tranchant amovible de toute la ville. Il était en effet le seul à réussir à faire tournoyer sa hache Nacta comme s'il s'agissait d'un mixeur. D'où son deuxième surnom de Max Tekashi à la volo. Et il passait son temps à se raser la barbe avec sa mini-hache, ce qui en faisait le seul nain imberbe de tout Paris en fantaisie. Enfin, il était pote avec Gobelin, mon ami DJ Globin. C'était d'ailleurs en magouillant avec les sexy elfettes de ce dernier qu'il avait fini par se faire condamner pour trafic de stupre. Alors certes, c'était le nain le plus perché de Paris en fantaisie, mais je l'ai gracié, car s'il y avait un nain qui en valait deux, c'était bien lui, et j'avais juré que je l'aurais. « Je vous préviens, je suis d'accord pour cette mission à l'étranger, dit un orque de taille plus que respectable, mais à une seule condition, qu'on y défende la veuve et l'orphelin. » Mais c'est ce qu'on va faire, je te le promets, Mister Torgnole. On va préserver la mémoire de la veuve Arel, qui a laissé orpheline sa formule de vie éternelle. Ce Mister Torgnole, il jouait les orques mal léchés, mais c'était surtout un gros dur au cœur tendre, comme un fromage AOC. Il y a 10 ans, le béret vert américain qu'il était alors fut accusé d'un vol à l'arraché qu'il jurait n'avoir pas commis. Alors qu'il devait le protéger, il aurait arraché le bras d'un trafiquant d'armes pour prendre sa mallette pleine de dollars. Il avait une dent contre les requins. Ensuite, il aurait donné tout l'argent à un orphelinat. Réfugié à Paris en fantaisie, il changea d'identité. Il se transforma en orque, mais refusa d'intégrer les forces de l'armée de terre et de boue comme la plupart de ses nouveaux congénères. Un temps agent d'assurance, il préféra ensuite mener une vie tranquille de pêcheur au gros, en vendant ses poissons sur les marchés, truites essentiellement, mais aussi carpes, saumons, thons et barracudas. Grâce aux xénormones, les poissons de mer pouvaient désormais vivre dans la Seine. Sa devise, carpe et diem. L'orque bourru se faisait tendrement appeler Mister Truite, ou bacalhau, cabillaud en portugais. Mais l'innocent pêcheur menait une double vie de péché. Le soir, il ne pouvait s'empêcher de voler, au secours des plus faibles, en donnant du poisson frais aux SDF, sans domicile en fantaisie, du ghetto humain du Mansland. Déguisé en catcheur mexicain, avec collant et masque, il arpentait alors les coins de rue malfamés en mode super-héros. Sa maxime, si l'injustice vous attend, Mister Torgnole la tarte au tournant. Pire, il participait à des combats clandestins dans les catacombes, comme son fameux match de catch contre un boa constrictor italo-américain. La cata. Et le comble, c'est qu'il reversait alors tout l'argent qu'il gagnait à des associations humanitaires comme celle des Frères des Larmes. Mister Torgnole était sans doute le seul orque de tout Paris en fantaisie à ne pas renier ses origines humaines. Un véritable schizophrène. Or moi, je connaissais la double vie du pêcheur-quatcheur, et je pouvais le faire chanter à plus d'un titre, en le menaçant de le faire pendre, ou pire, de le livrer aux autorités de Guantaguano. Car j'avais absolument besoin de ce gros bras au grand cœur pour cette mission en Normandie, où il n'y avait que des humains. C'était mon assurance, tout risque. Mais, Rouston, on a un problème. Je comptais nous y rendre en zéplinodrone, et pas en van Volkswagen. Or, cette petite nature avait le mal de l'air. Petite note de bas de page. Un zéplinodrone, c'est une rame de métro aérien, au sens propre du terme, composée d'une vieille rame de métro de la RATP des années 1950 et d'un ballon dirigeable de forme ovale. Toute ressemblance avec un jeu vidéo fort nul des années 2020 est purement fortuite.
il allait falloir être futé pour l'embarquer à l'insu de son plein gré. Enfin, j'étais certain que ça ferait des étincelles entre lui et le vampire que je voulais recruter, sans parler du nain au caractère diamétralement opposé. Mais j'étais aussi persuadé qu'il s'entendrait comme la main gauche et la main droite avec le gobelin de l'équipe. Quoique. Pour endormir le petit être vert, je lui fous une mandale et il est groggy. Il n'y avait qu'une femelle gobelin pour parler comme ça. La mandale Lauriane. Elle était issue de la branche historique des gobelins. Des êtres rustres et rudes, qui vivaient essentiellement dans les égouts, ainsi que de métiers manuels, comme foutre des mandales. Ils étaient trapus, avaient d'encore plus gros yeux et grandes oreilles que les autres, ainsi que le teint légèrement verdâtre, bien qu'ils fussent sanguins. Entre nous, mon petit carnet, c'était un peu les Néandertals des gobelins. Ils n'avaient pas grand-chose à voir avec les gobelins érudits et au teint blanchâtre de la branche artistique dont je faisais partie. Oui, d'accord, j'étais égoutier avant de devenir adjoint de la culture et à l'art de la propagande de Paris en Fantaisie. Ça, tu t'en souviens, comme par hasard. La mandale était surnommée la Bounty Hunter, parce que sa première mission fut d'arrêter les contrefacteurs de barres chocolatées fourrées à la noix de coco, en les poursuivant dans toute la Milky Way. Et comme son truc c'était de leur mettre de gros pains dans la tronche, on l'appela Lauriane la mandale. Sauf qu'elle avait pour étrange habitude de parler à l'envers, se nommant elle-même la mandale Lauriane. Ou bien, encore employant l'expression, il faut savoir raison garder. D'accord, tout le monde disait ça, mais dans sa bouche, ça ne sonnait pas pareil. Bref, la mandale Lauriane était un paradoxe ambulant à plus d'un titre. Un jour qu'elle devait ramener un jeune vampire de 50 ans aux autorités, elle l'aida à s'enfuir. Un beau geste, bien que stupide, qui lui valut d'être condamnée à être pendue, si je n'étais pas intervenue. Comme tous les membres de sa secte religieuse, celle des chevaliers de la fin des temps pliés, elle portait en permanence une armure intégrale jusqu'au bout des ongles et avait fait vœu de chasteté. Or, c'était la seule femelle dans un univers aussi patriarcal que monacal. D'où son deuxième surnom, une vierge de fer dans une vierge de fer. Est-ce pour cela qu'elle était une chasseuse de primes déprimée? Quoi qu'il en soit, elle cachait un cœur gros comme ça derrière son armure. En réalité, comme elle parlait toujours dans sa barbe, enfin dans son casque, et qu'on n'avait jamais vu son visage, on n'était pas vraiment certain qu'elle soit bien du sexe féminin, ni même qu'elle ne soit pas une naine. Mais on s'en foutait, car tout ce qui comptait, c'est qu'elle mettait de sacrés mandales. Mais pourquoi recrutes-tu des soldats d'infortune comme nous au lieu d'envoyer l'armée de l'air? Me demanda Rollerblaze le vampire à roulette. Parce que personne à Paris en Fantaisie n'est au courant de cette mission. Pas même le bourgmestre. Oh, c'est chaud ça, non? Ne pas tenir au courant le maire d'une cité totalitaire, c'est ce que j'appelle du gigamode mercenaire. C'était un drôle de personnage, ce Rollerblaze. Il parlait peu, mais n'avait pas sa langue dans la poche. Il était vrai qu'il fut enfanté dans la douleur. La mère, humaine, de Blaise se prostituait pour pouvoir survivre dans le ghetto de Paris en Fantaisie. Le tristement célèbre Mansland. Un soir de pleine lune et d'orage, elle se fit mordre par son dernier client au moment précis où celui-ci, un vampire draculéen, lâcha la sauce samouraï. Une véritable histoire de bite au lit. Ce concours de circonstances fit qu'elle tomba enceinte, chose qui n'arrivait jamais à Paris en Fantaisie, puisque tous les habitants étaient normalement stériles, sans exception. Elle mourut à la naissance de son rejeton, un être mi-humain, mi-vampire. La reproduction n'existant pas à Paris en Fantaisie, l'enfant n'avait pas d'existence officielle. Blaise dut vivre clandestinement dans le Mansland en se nourrissant de SDF. Chose pour laquelle il finit par se faire condamner.
Faut quand même pas abuser. Même si je l'ai gracié. Enfant des rues devant échapper aux gredins autant qu'aux autorités, c'est tout naturellement qu'il développa des aptitudes incroyables dans le patin à roulettes. Aucun vampire n'ayant jamais réussi à voler. Adolescent, il se fit construire une paire de chaussures spéciales. Elles disposaient chacune d'une lame rétractable. Et celle-ci était tranchante comme un katana. Blaise combattait donc uniquement avec ses pieds, à l'instar d'un champion de capoeira, mais en stop motion, pour le style. On le surnommait ainsi le roi de la capoeira lentie. Mais, quand il s'en donnait la peine, Roller Blaise roulait vite, tuait vite et mangeait vite. Ayant toute sa vie cherché le saint crâne dans les poubelles du Mansland, il ne trouva pas plus stupide d'essayer de trouver sa formule dans une cruche. Bref, j'espérais juste maintenant que les expandables soient plus gros bras que bras cassés, que tout ça soit vite expédié et qu'on ne remarquerait pas mon absence. Officiellement, j'avais le Covid 2179. Parce que dans 4 jours, moi, j'avais une importante pendaison de crémaillère. Si vous voulez connaître pour quelle mission parte cette équipe de gros bras ou bras cassés, je vous invite à acheter le livre. Je vous mets les liens en description pour suivre l'auteur, acheter le livre, voir ma chronique et suivez ma page car je vais vous le faire gagner. Et moi je vous dis à bientôt!